Le débat africain. Alain Foucault. Leur bulletin de santé relève du secret d'État. Une confidentialité qui évidemment alimente tous les commentaires, les fantasmes les plus fous dans la presse qui s'emploie autant qu'elle le peut à y voir clair, à connaître la vérité, à percer le mystère savamment entretenu. Abdelaziz Bouteflika d'Algérie, Muhammadu Buhari du Nigeria, Yoweri Museveni d'Ouganda, Ali Bongo Ondimba du Gabon, Paul Biya du Cameroun, Alassane Dramane Ouattara de Côte d'Ivoire, Idriss Déby Itno du Tchad, autant de dirigeants dont l'état de santé nourrit les colonnes des journaux et les rumeurs les plus folles. Tantôt ils sont à l'article de la mort, tantôt dans une forme resplendissante. On apprend ici et là qu'ils ne sont plus aux affaires et que le pays est dirigé par leurs proches, qu'ils seraient dans le coma ou qu'ils auraient perdu la tête. Et des semaines après, on les découvre parfois sans handicap, ou aussi très diminués comme le chef de l'État algérien qu'on a dû démissionner parce que la supercherie n'était plus tenable. Pourtant, officiellement, rien ne filtre, même lorsqu'ils sont au plus mal. Chacun de leurs gestes fait l'objet d'interprétations. La dernière sortie du président Paul Biya du Cameroun avec sa femme, l'aidant affectueusement ou naturellement à lever les bras pour saluer ses convives, n'en finit pas d'enflammer les réseaux sociaux. Faut-il absolument rendre public le bulletin de santé du chef d'État? Doit-il rester du domaine du secret, du privé? Après tout, n'ont-ils pas eux aussi droit au secret médical? Mais comme ils se soignent quasiment tous à l'étranger, presque tous dans les hôpitaux des pays de l'ancien colonisateur, n'est-ce pas un risque géopolitique au service du pays hôte? Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche à la santé des chefs d'État africains. Avec dans ce studio 41 de RFI ici les Moulineaux et au téléphone, plusieurs invités, plusieurs confrères. D'abord, Antoine Glaser, journaliste, ancien rédacteur en chef de la Lettre du Continent qu'il a créée, auteur prolifique. Son dernier livre, Fier comme un Français en Afrique, a connu un remarquable succès sur le continent, notamment. Bonjour Antoine Glaser. Bonjour. Également dans ce studio 41, Francis Patinde, journaliste, ancien rédacteur en chef de Jeune Afrique, ancien rédacteur en chef aussi du Monde Afrique, enseignant à Sciences Po Paris. Bonjour Francis Patinde. Bonjour Alain. Troisième invité en direct d'Abidjan aujourd'hui, Sédi Kaba, journaliste au Monde Afrique, auteur de plusieurs ouvrages. Bonjour Sédi Kaba. Bonjour. Et dernier invité, et pas des moindres au téléphone, Georges Dougueli, journaliste à Jeune Afrique. Il a travaillé en mars dernier sur un important dossier consacré à la santé des présidents. Bonjour Georges Dougueli. Bonjour Alain. Il ne se passe pas une seule semaine sans que la presse ou les réseaux sociaux se fassent l'écho de la santé de tel ou tel président qui serait hospitalisé ou à l'article de la mort. Le sujet est tellement d'actualité que Jeune Afrique lui a consacré un dossier en mars dernier. C'est un sujet qui passionne Francis. Vous avez également écrit un article avec un titre qui illustre bien le climat. À défaut de s'en débarrasser par un putsch, les Africains tuent leurs dirigeants sur Internet. C'est le titre. Comment s'explique cette propension à toujours parler d'eux comme mourants ou frappés d'une maladie grave? Mais, le principe d'abord, c'est que la santé relève de l'intime, du privé. Tout à fait. la limite, ça concerne le malade et son médecin. Mais personne d'autre. Ça, c'est le principe général qui vaut parce que nous sommes tous des malades potentiels. Mais un chef d'État doit des comptes. C'est un élu. C'est quelqu'un dont la santé peut avoir des incidences sur la bonne marche de l'État. J'entends bien, mais il n'existe aucun texte qui l'oblige à publier tous les jours, toutes les semaines, son bilan de santé. Je pense que c'est un exercice démocratique que de publier son bilan de santé, pas tous les jours, mais enfin, de temps en temps, tous les mois ou tous les 3 mois, quand on est un grand malade. Ce serait intéressant quand même. Mais où est-ce qu'on fait ça? En France, on a vu le président Mitterrand malade pendant longtemps, on l'a pas su. Où est-ce qu'on fait ça? C'est certain. Antoine Moi, Glaser. je dis toujours qu'il faut quand même pas oublier qu'on a eu un président, François Mitterrand, qui est arrivé au pouvoir avec un cancer de la prostate. Absolument, qui est depuis resté 81. Qui a fait 2 mandats, avec quand même, maintenant on le sait bien, que les bulletins de santé étaient bidons, et qu'il n'était pas question de toucher justement à sa vie privée. Et en fait, c'est là où on voit que même quand c'est réglementé, même quand il y a soi-disant des bulletins de santé toutes les semaines, etc., c'est vrai qu'on est dans un domaine qui est quand même un domaine particulier. La seule différence, je vois, moi, par rapport à l'Afrique, c'est que, autant en France, il y a évidemment tout un personnel politique, mais la différence, c'est vraiment qu'en Afrique, on a l'impression que plus le chef d'État vieillit, ou en plus s'il est malade, on a l'impression que ça donne du pouvoir à son entourage, à sa famille. Ça s'est vu au Gabon, par exemple, avec depuis l'AVC, on voit bien d'Ali Bongo, on voit que c'est sa femme, Sylvia Bongo, qui est très présente avec le directeur de cabinet, Brice Lacruche. On a vu comment Robert Mugabe
au Zimbabwe, pendant très longtemps, voulait donner le pouvoir à sa femme, à Grace. Ça veut dire, on voit bien, quand les présidents, même quand ils ne sont pas forcément malades, mais qui vieillissent, c'est l'entourage, c'est les femmes, c'est les premières dames. On voit bien Paul Biya on a l'impression que Chantal Biya a retrouvé une sorte d'aura politique qu'elle n'avait pas auparavant. C'est-à-dire, plus l'homme vieillit, plus il a tendance à se renfermer dans son précaré de son premier cercle familial. C'est ça le danger. C'est au-delà de la maladie. Mais est-ce que c'est pas aussi c'est la gestion du pays, c'est la gouvernance le problème. Mais d'ailleurs, ça peut tourner au drame. Je vous cite l'exemple de Soglo en 1996. On quitte une dictature, on va vers un régime démocratique. Il a pris son élection au Val-de-Grâce parce qu'il a eu une mystérieuse maladie qui s'est avérée être une méchante sciatique. Et donc, il a fallu qu'on l'amène sur une civière à Cotonou pour qu'il prête serment, pour qu'il n'y ait pas vacance du pouvoir, et il est reparti au Val-de-Grâce. Il a laissé le pouvoir à son beau-frère qui a dirigé pendant son absence. Georges Dougueli, vous avez écrit sur la question. Est-ce que, en regardant bien, il existe des textes qui disent il doit publier, on doit en savoir un peu plus sur lui. Est-ce que c'est pas aussi un instrument aux mains des différents opposants qui ont envie que le président disparaisse puisqu'ils n'arrivent pas à le faire partir? Il n'y a pas de texte qui oblige le président à publier son état de santé. Au Gabon, par exemple, ce pays sur lequel j'ai beaucoup travaillé, il y a une obligation avant l'élection présidentielle à passer des examens. Mais après l'élection, le président en exercice n'a aucune obligation de publier son état de santé, de communiquer sur son état de santé. Donc, pendant la conquête, il vaut mieux être en très bonne forme. Voilà. Et puis on a le droit d'être malade après. Exactement. Mais pendant l'exercice, je pense qu'on fait ce qu'on veut, c'est open bar. On peut très bien avoir des petits bobos. On dira, écoutez, c'est qu'un humain. Le président Macky Sall d'ailleurs l'a dit l'autre jour en sortant de son entretien avec Ali Bongo, c'est un être humain, nous sommes tous des humains, ça peut arriver qu'un président ait des soucis. Maintenant, la personnification du pouvoir, je crois que c'est comme ça que disent les juristes, c'est que malade, c'est l'arbitrage, tous les arbitrages qui sont bloqués, le président ne peut plus dire à toutes ces différentes personnes qui ont le pouvoir autour de lui, voilà, on fait ça, on ne le fait pas. Il n'y a plus de tête en gros. Exactement. C'est une situation qui devient très compliquée et qui devient une opportunité pour les opposants, surtout ceux qui n'arrivent pas à obtenir l'alternance depuis quelque temps. Voilà. Donc, je ne parle pas d'un pays en particulier, mais je le dis. Même si vous pensez tellement fort qu'on voit le pays, qu'on voit les pays. Exactement. Alors, Sédi Kaba, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, je pense que comme a dit Francis, la question n'est pas simplement juridique, c'est une question morale, c'est une question de devoir envers ses concitoyens. Dans le cas de l'Afrique, ce qui aggrave les choses, c'est l'absence de communication, l'absence totale de communication. Le président, en tant que chef d'État, en tant que patient, a droit au secret médical. Ce qu'on demande aux autorités, c'est pas de publier le bulletin médical du président en disant qu'il est atteint d'un cancer en phase terminale, mais de se communiquer au moins. Mais ils doivent communiquer sur quoi s'ils ne sont pas obligés de dévoiler le secret médical? Le président Ibeka quitte, je vous donne un exemple, quitte Bamako pour aller subir des examens médicaux à Paris. On n'a pas besoin de dire qu'il va en visite privée. On peut dire que le président, dans le cadre de son bilan annuel, mais on crée une opacité qui elle-même génère dans des réseaux sociaux des fake news. C'est parce qu'il n'y a aucune communication que dans les réseaux sociaux. Mais dans le même temps, peut-être que pendant la visite privée, il peut bien aller voir un médecin, comme ceux qui arrivent d'Afrique tous les jours et qui vont quelquefois voir le médecin parce que les centres de santé là-bas ils ne font pas confiance aux centres de santé sur place. Ils viennent en France en privé et puis ils vont voir un médecin. Ils vont pas dans n'importe quel hôpital. Ils vont pas dans n'importe quelle clinique. Non mais franchement, tout le monde connaît l'hôpital américain de Neuilly. Je dis pas qu'il n'y a pas de bons médecins, mais enfin, la majorité finalement des personnalités africaines qui vont dans cet hôpital, c'est pour le secret, parce que tout le monde sait que s'il y a une malheureuse qui n'est pas si bien entretenue que cela. Mais c'est une malheureuse infirmière qui a besoin, oui, parce que c'est tellement ciblé, concentré. Mais rappelez-vous, le président Abdelaziz Bouteflika, qui allait toujours à l'hôpital du Val-de-Grâce, parce que c'était un hôpital où il y avait le secret militaire. Donc toujours dans des endroits. Le secret militaire par rapport aux pays africains, parce que dans le même temps, comme le mentionnait d'ailleurs Georges Dougueli dans son article, quelquefois,
ça servait à faire pression sur eux, c'est-à-dire ça servait l'ancien pays colonisateur. Non, rappelez-vous Amadou Ahidjo. Oui. Amadou Ahidjo, apparemment, ses médecins lui avaient dit que voilà, il pouvait plus du tout gouverner, etc. Il a cédé il y a pouvoir. cru. Oui. Il y a cru, et puis finalement, ensuite, il a essayé à travers l'UNC, le parti, c'est de récupérer le pouvoir de. Quand il s'est rendu compte que finalement, il n'était pas si mal et qu'il avait envie de continuer à gouverner. C'est un outil, non, Georges Dougueli? Oui, alors, le choix qui a, par exemple, présidé à la décision d'Omar Bongo d'aller à Barcelone et non pas à Paris, c'est bien, à cause c'est pour des raisons de secret. Omar, en 2009, il nous échappe pas que ça va faire 10 ans et qu'on va peut-être en reparler bientôt. En 2009, il décide d'aller à Barcelone, dans une clinique spécialisée dans le traitement des cancers, plutôt, voilà, plutôt qu'à Paris. Alors qu'à Paris, il y a effectivement des structures et des spécialistes capables de le faire. On aurait pu se dire que c'est son écosystème naturel, Paris, il y a beaucoup d'amis, mais ils ont choisi Barcelone parce que, pour des raisons de confidentialité, d'abord. À ce moment-là, il y avait la presse française qui lui tapait dessus énormément. Et puis, il fallait aussi ne pas donner ces informations-là à la puissance l'ex-métropole avec laquelle il avait tellement d'acquaintances. Oui, mais en même temps, Georges, c'est vrai que c'était incroyable de voir le doyen de la France-Afrique qui est mort qui s'en va en Espagne. Barcelone. C'est quand même assez particulier, quand même. Cela veut dire qu'il n'y avait pas tant de secrets que cela, qu'il y a quand même eu l'utilisation quelquefois du bulletin de santé de ces chefs d'État pour les déstabiliser ou bien pour choisir un autre chef. C'est pas exclu d'ailleurs, il y a beaucoup de chefs d'État, de plus en plus de chefs d'État qui ne viennent plus en France pour leurs soins. Il y en a qui vont en Italie, c'est même la majorité en Israël, c'est ça. Donc j'en connais qui vont même à Cuba. Voilà. Le président Yadema allait plutôt à Cuba à la fin. Donc voilà. Mais je voudrais revenir sur un point soulevé par Georges tout à l'heure. Toute candidature à une élection présidentielle en Afrique, généralement dans la plupart des pays, est assujettie à une batterie d'examens confiée à un groupe de médecins assermentés pour dire si le candidat physiquement se porte bien, physiquement mais également psychiquement. Mais à ma connaissance, aucun candidat n'a été recalé pour avoir un grain de folie, par exemple. Vous imaginez qu'un médecin prend la responsabilité d'invalider quelqu'un comme Biya, quelqu'un comme Ali Bongo, quelqu'un comme Talon ou quelqu'un comme Ouattara? Je ne crois pas. Pour vous, ça ne sert à rien finalement. Bon, ça sert. Vous savez, en Afrique, il y a 4 niveaux. Il y a ceux qui sont partisans de l'omerta. Ça veut dire circuler, il n'y a rien à voir. Un président ne peut pas être malade. Vous voyez, c'est comme du rock. Un président, il est solide. Donc circuler. C'est peut-être pour rassurer le peuple. Oui, parce que bon, c'est du béton armé, si vous voulez. Un président. Il faut qu'on ait un homme fort. Voilà, un homme fort. Bon, et ensuite, vous avez les partisans du clair-obscur. Les gens qui vous donnent un peu à voir. Ils vous donnent un gros rhume, là où on est en phase. Mais quelquefois, ça vient du palais, hein. Oui, voilà, c'est ça. Quelquefois, ça vient du palais pour entretenir le mystère. Il y a des gens qui, par exemple, disent là, quand même, font le pari de la vérité. Je vais vous citer le cas, au moins, de Patrice Talon. 1 an après son élection, et ce communiqué effarant qui sort d'un conseil des ministres. Il dit exactement ceci, je prends quelques secondes. Lors de son dernier bilan santé, une lésion a été découverte à un stade précoce à l'intérieur de la prostate, ne franchissant pas la capsule prostatique. Cette lésion qui a nécessité une chirurgie mini-invasive le vendredi 26 mai 2017, permettant à ce stade une guérison sans recours ni à la chimiothérapie, ni à la radiothérapie. Et la dernière phrase, à l'issue de l'opération, une complication digestive est apparue et a requis une deuxième intervention chirurgicale le jeudi 1er juin 2017, qui s'est également bien passée. Là, on est dans le détail, hein. Mon Dieu. C'est quasiment trop. Au bout d'un moment, je veux dire, non, mais attends, c'est l'arbre avec la forêt, là. On se dit, il y a un problème. Surtout que ça a suscité des commentaires derrière, c'est-à-dire c'était tellement C'est une stratégie détaillé. politique. C'est une stratégie politique. C'est un novice qui vient d'arriver au pouvoir, qui en donne à manger, peut-être qu'il dissimule d'autres choses, on ne sait jamais. Sidi Kaba. Oui, ce que Francis a dit qui est tout à fait intéressant sur les examens médicaux préalables à la candidature elle-même. Il y a d'autant plus de la complaisance que souvent, c'est pas quand ils arrivent au pouvoir qu'ils contractent la maladie. C'est des maladies qu'ils avaient antérieurement à leur arrivée au pouvoir. Comme Mitterrand, il n'y a rien de spécial, de neuf. Moussa Yar'Adua, par exemple, le président du Nigeria qui était en cours de mandat, était déjà malade, avait une complication cardiaque. Mais comme le certificat médical était un certificat médical de complaisance au moment où il se présentait, ça a fini par le rattraper. Il n'avait pas achevé son mandat. C'est Goodluck Jonathan, son vice-président, qui finalement lui a succédé pour achever le mandat. Le président, successeur, le président Buhari,
a passé une centaine de jours à Londres et ensuite s'est fait réélire. Donc 100 jours, c'est pas rien. Alors, dans le travail qu'a fait Jeune Afrique, on a vu une liste des chefs d'État où on donnait un peu l'état de santé dans lequel il se trouvait. Georges Dougueli, il se porte bien, globalement? Alors, c'est une perception qui varie. Hein, il se porte bien, puisque ce sont des... on fait tout pour qu'ils apparaissent comme étant en bonne santé. Maintenant, si on rentre dans le détail des bulletins de santé qui sont secrets, on trouvera toujours... Ma question va être différente. Est-ce qu'ils se portent mieux que ceux d'Europe ou des États-Unis d'Amérique? Parce que dans la liste, on voit Paul Biya, on voit Alassane Dramane Ouattara, on voit Patrice Talon, Alpha Condé. Et à chaque fois, on a l'impression qu'ils sont pas si malades que cela. Est-ce qu'ils se portent si bien ou pas? Ou moins bien que les autres? Ils sont mieux soignés que la majorité de leurs concitoyens. C'est ça aussi. Il faut quand même dire les choses. Il faut dire qu'ils sont vraiment surveillés, qu'il y a un certain nombre de médecins, des spécialistes qui viennent de l'étranger pour les faire soigner. Et c'est veut dire qu'il ne faut jamais que les opposants pensent qu'ils puissent enterrer leur chef de l'État. C'est une erreur stratégique. Ça s'est vu dans énormément de pays. Types qui paraissaient vraiment complètement out, complètement hors du jeu. Encore une fois. Absolument. Je veux dire, à moi, regardez Abdelaziz Bouteflika en Algérie. Finalement, on parlait tout à l'heure comment c'est l'entourage, comment c'est finalement Saïd Bouteflika avec son frère et tout. Il a pu rester au pouvoir pendant quand même des mois et des mois. Je confirme ce que vient de dire Antoine. C'est vrai, ils sont très bien soignés et certains d'entre eux sont même adeptes de médecine parallèle. Oui. Je vais prendre un seul exemple. Alpha Condé, le président de Guinée, qui se fait soigner depuis plusieurs années, disons même des décennies, par un ami qui est le docteur Ben Sabat. Qui est à Paris. Qui est à Paris et qui écrit souvent des bouquins du style « Vivre au-delà de 100 ans ». Ça fait plusieurs mandats, ça. Georges, on est forcément mieux soigné. Hein, quand on se soigne à Genève, comme Paul Biya, par exemple, on a aussi bien soigné, on le découvre ces jours-ci, dans des pays comme le Maroc, où Ali Bongo a choisi d'aller. C'est un hôpital militaire extrêmement connu. Vous vous souvenez que c'est dans cet hôpital qu'est décédée Edith Lucie Bongo. C'est une structure... Je crois Mobutu aussi. Il y a beaucoup de présidents qui ne voulaient plus aller en Europe ou ailleurs. Ils vont maintenant parce qu'ils sont... Le secret est bien sûr beaucoup mieux gardé au Maroc que dans n'importe quel pays européen. Regardez Ali Bongo, finalement, qui a choisi plutôt le Maroc et non pas Londres. Parce qu'en pensant qu'à Londres, le secret serait moins bien gardé qu'au Maroc. Oui, et au Maroc, si vous permettez que je finisse, il avait 20 médecins à son chevet, quotidiennement. 20 médecins, oui. C'est cet hôpital immense qui a 1000 lits, 500 médecins, on en a mobilisé 20. Et le résultat est incroyable parce que il se remet avec une vitesse qui bluffe et qui a calmé tous ses opposants. Donc vous comprenez pourquoi la maladie d'un chef d'État peut rentrer dans la stratégie d'un parti d'opposition. Et on voit bien que c'est pas toujours une réussite. Hein. C'est le cas des opposants ici au Gabon. 20 médecins, c'est le parc médical d'un pays comme la Gambie, hein, parce que c'est tout d'un seul homme. 20 médecins à lui tout seul, c'est bien d'être chef d'État. Hein. Oui. Dans cette circonstance-là. Alors, dans votre liste, vous avez évoqué au passage le cas de Mugabe, que l'on voyait plutôt, même s'il dormait, on disait qu'il était plutôt en santé. Il sommeille peut-être. Il sommeillait. C'est ça. Il somnolait. Alors, à quel moment on décide... Avec de la médecine chinoise. Voilà. Il y a beaucoup de médecine chinoise là-dedans, et beaucoup de médecine traditionnelle. Oui. Non, Georges? Oui, alors Mugabe somnolait, je dirais que c'est de vieillesse d'abord, parce que 95 ans, si ma mémoire est bonne, une usure du pouvoir, parce qu'il y est depuis 1979, si je me trompe, comme Radbob, 75. Quand même quelqu'un qui avait des heures de vol. Donc, les gens comprenaient, c'était un ancien combattant, on ne lui en tenait pas rigueur. Donc, et en plus, il n'est pas le seul président qui somnole pendant les audiences. La majorité somnole d'ailleurs. Lansana Conté aussi, il dormait. Lansana Conté dormait à point fermé. Oui. Alors, à quel moment on décide que, bon, il va falloir arrêter maintenant? Qu'est-ce qui déclenche la décision de mettre un terme à la supercherie? On va en parler dans la seconde partie du débat africain. À quel moment on décide d'arrêter un peu le mensonge? On en parle dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute.
Le débat africain. Alain Foucault. Doit-on publier les bulletins de santé de nos chefs d'État? Ont-ils eux aussi droit au secret médical dont bénéficient tous les autres citoyens? Comment savoir s'ils sont toujours en mesure de diriger le pays? Qui doit décider s'ils sont aptes ou pas à le faire? À partir de quand un président absent pour des raisons médicales est-il vraiment empêché? Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré ce dimanche à la santé des présidents. Avec dans ce studio 41 de RFI à Issy-les-Moulineaux et au téléphone, plusieurs invités, plusieurs confrères. D'abord, Antoine Glaser, journaliste, ancien rédacteur en chef de la Lettre du Continent qu'il a créée, auteur prolifique. Également dans ce studio 41, Francis Patinde, journaliste, ancien rédacteur en chef de Jeune Afrique, ancien rédacteur en chef aussi du Monde Afrique, enseignant à Sciences Po Paris. Troisième invité, en direct d'Abidjan aujourd'hui, Sédi Kaba, journaliste au Monde Afrique. Et dernier invité, et pas des moindres au téléphone, Georges Dougueli, journaliste à Jeune Afrique. Il a travaillé en mars dernier sur un important dossier consacré justement à la santé des présidents. Alors, dans la première partie de ce magazine, nous avons évoqué un peu cette question de la maladie des chefs d'État, le fait qu'il y a beaucoup de fantasmes autour, les réseaux sociaux bruissent de morts, d'attaques cardiaques, etc., etc. Et très souvent, la vérité n'est pas celle-là. Mais lorsqu'il est avéré que le chef est vraiment malade, comme c'était le cas en Algérie, est-ce qu'il y a des dispositions qui sont prévues pour y mettre un terme, pour dire, bon, maintenant ça suffit? Je prends par exemple le cas du Bénin que vous connaissez bien, Francis Patinde. Bon, c'est possible. Dans certains pays, la Cour constitutionnelle ou le Conseil constitutionnel peut constater qu'il y a une vacance de pouvoir si le président disparaît pour une longue durée, qu'on sait que le mal est quasiment irréversible. Je pense qu'il faut quand même, il y a l'État avant le chef de l'État. Donc je pense que ce serait normal qu'on mais une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit la Cour constitutionnelle... Vous vous souvenez du coup d'État de Ben Ali? Oui, tout à fait. Le coup d'État de Ben Ali pour Absolument. écarter Bourguiba. Tout à fait. Parce que Bourguiba était devenu non seulement malade, mais il était gaga. Voilà. Donc, vous voyez, donc à un moment, on a fait le coup d'État médical. Remarquable. Oui, voilà, c'est le ça. coup d'État Médical pour le mettre de côté. Donc ça c'est un coup d'État. Mais enfin, on peut imaginer dans des pays un peu plus raffinés, pour ne pas dire civilisés. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Des pays où la loi, où l'état de droit prévaut, où il y a des règles de droit. Si le président ne peut pas assumer ses fonctions, il n'est pas dit qu'on reste au pouvoir jusqu'à sa mort. Vous savez, il y avait une idéologie qui avait cours il y a une vingtaine d'années, c'était un président, on ne dit pas, voilà l'ancien président, mais on dit c'est sa tombe. C'est sa tombe. Vous voyez? Donc, ça venait d'Houphouët-Boigny. Voilà, c'est ça, Félix Houphouët-Boigny, qui lui aussi d'ailleurs a été longuement malade les dernières années de son règne, et qui était soigné à Genève, et qui après est venu mourir à Yamoussoukro, à une date curieuse d'ailleurs, le 7 décembre. Bien choisi, disons. Voilà, c'est ça. La date de l'indépendance. Voilà. Absolument, mais en fait, ça dépend vraiment du type de pouvoir. Ça dépend, à mon avis, c'est une question d'État. Ça dépend vraiment des institutions de l'État. Ça dépend bien sûr, et c'est très rare, de la véritable indépendance de cette Cour constitutionnelle, des gens qui sont en mesure. Mais c'est rarement le cas. Bien sûr que c'est rarement le cas. Mais ça dépend aussi des rapports de force, ça dépend des rapports de pouvoir d'un pays à l'autre, ça varie complètement. Ça dépend aussi du poids des sociétés civiles africaines, qui à un moment donné peuvent aussi peser sur l'entourage du chef de l'État, qui dit attendez, là ça va pas, on va tous partir avec lui, etc., etc. Donc, à mon avis, c'est une question vraiment de type de pouvoir, mais on a le sentiment de type d'organisation. Vous avez parfois un pouvoir qui vous paraît civil, et en fait c'est un vrai pouvoir militaire, avec des gens, un entourage vraiment militaire, des gens qui vont jamais céder le pouvoir, parce que ce sont des militaires qui veulent avoir l'impunité, et si le chef meurt, on ne pouvait pas leur garantir l'impunité. Donc ça dépend vraiment des pays. Plus vous avez des mouvements démocratiques, des sociétés civiles, plus c'est difficile, et ça devrait être difficile, pour vraiment l'homme malade de pouvoir se maintenir envers et contre tout. Georges Dougueli, vous avez travaillé sur cette histoire des présidents malades. Est-ce que vous avez vu des textes qui permettaient, pour des cas de président, de partir sans que ce soit des coups d'État, sans que ce soit arrangé, comme ça a été le cas, par exemple, en Algérie? Oui, on peut parfaitement déclarer la vacance d'un président de la République dont la maladie devient un handicap pour lui, il ne peut plus exercer vraiment ses fonctions. Je prends le cas du Gabon, je sais que la plupart de nos auditeurs, c'est le dernier cas où cette question s'est posée. Eh bien, la Constitution prévoit que le gouvernement et le Premier ministre, au cours d'un Conseil des ministres, votent l'opportunité, le fait de saisir la Cour constitutionnelle
qui, elle, sur la base d'un l'article 13, peut déclarer la vacance du pouvoir. Bon, beaucoup pensent que c'est la Cour seule qui s'auto-saisit. Ce n'est pas vrai, c'est le gouvernement qui s'est réuni et décide de saisir la Cour. Pour lui dire, moi, Premier ministre, je suis la deuxième personnalité de l'exécutif, je constate que le président ne peut plus exercer ses fonctions et la Cour constitutionnelle s'en saisit, l'examine et décide que le pouvoir est vacant. C'est un mécanisme extrêmement compliqué parce que, comme disait Antoine, c'est une question de rapport de force. Il faut que le Premier ministre soit en capacité de décider d'organiser une telle réunion. Il faut que ce gouvernement, majoritairement, décide de voter pour la saisine de la Cour constitutionnelle. Donc, si le rapport de force ne permet pas une telle initiative, ça ne se produira jamais. Voilà, la Cour ne s'auto-saisira pas. La société civile a essayé. Les partis d'opposition également. Les partis d'opposition ont essayé. On a beaucoup discuté de tout cela dans toutes sortes de milieux, mais ça ne s'est jamais produit parce que le gouvernement ne pouvait pas le faire ou n'a pas voulu le faire. Voilà. La réponse à cette question ça dépend vraiment des pays, ça dépend des constitutions. Il y en a qui sont ouvertes, d'autres qui sont bétonnées, et ça dépend des rapports de force. Au Bénin, il a raison de dire ça dépend des pays. Au Bénin, la saisine est directe. La saisine de la Cour constitutionnelle, elle est directe. N'importe quel citoyen, n'importe quel citoyen, vous, moi, vous écrivez un coup de constater. Parce que la saisine, elle est totalement directe, comme la Cour suprême des États-Unis. Le Bénin a choisi. Vous savez qu'en France, vous saisissez le Conseil constitutionnel, il faut 60 députés, 60 sénateurs, fait un groupe. Mais au Bénin, la saisine de la Cour constitutionnelle est directe. N'importe quel citoyen béninois peut demander à la Cour de constater la vacance du pouvoir. Au Niger, ça se présente comment, Seydi Kaba? Au Niger aussi, il est prévu que la Cour soit saisie par l'exécutif, que le gouvernement saisisse la Cour constitutionnelle qui elle-même mandate un collège de médecins qui constate si le président est en état d'exercer ou non la charge qui lui revient. Mais de mon point de vue, toute la difficulté n'est pas dans la disposition, c'est dans le rapport de force. Parce qu'on peut saisir la Cour, et la Cour, si jamais elle n'a pas toute l'indépendance nécessaire, si elle n'a pas créé le rapport de force qui la rende indépendante par rapport au pouvoir, elle peut estimer qu'il n'est pas opportun de mettre en place le collège de médecins. Il y a vraiment très peu d'exemples concrets en Afrique où la santé du président on a constaté que le président n'est plus en état d'exercer. On a simplement retardé les choses jusqu'à ce que le président décède et à la suite de son décès. Ou ce qui est arrivé en Algérie. Ce qui est arrivé en Algérie, où en Algérie, ce qui a fait basculer la chose, c'est la position de l'armée. Il a suffi que l'armée se mette du côté de la disposition constitutionnelle qui demande la vacance qui demande de constater que le président n'est plus en état d'exercer pour que pour que le mécanisme devienne effectif. Si l'armée n'avait pas pris cette position, on ne serait pas arrivé à ce résultat même en Algérie. Comme a dit Antoine, c'est un problème de rapport de force. Le rapport de force à l'intérieur du système, si le rapport de force le permet, justement, ce mécanisme, cette disposition constitutionnelle peut être déclenchée et peut être effective. Même là où elle existe, il n'est pas évident qu'elle soit effective si le rapport de force ne le permet pas. Antoine? Oui, on comprend pourquoi un certain nombre de chefs d'État suppriment le poste de Premier ministre. C'est un problème en moins, parce que si le Premier ministre décide de mobiliser le gouvernement, à partir du moment où le gouvernement, tous les ministres sont nommés directement par le président qui est en même temps l'exécutif et le législatif, ça lui permet finalement de contrôler totalement. Il risque pas de se faire débarquer pour vacances de pouvoir. Ça c'est clair. Je pense qu'il y a un facteur aussi qui joue, c'est si la maladie est visible. Dans le cas de l'Algérie comme du Gabon, la maladie est visible. Pourquoi? Parce que la mobilité est réduite, la parole est réduite, l'élocution est réduite. Et donc c'est visible, ça une charge forte comparé à quelqu'un comme Soglo qui avait une sciatique vraiment qui lui a fait perdre 20 kilos du jour au lendemain. Mais un AVC, c'est quelque chose qui est visible parce que ça transforme l'homme, ça diminue les capacités d'un homme. Et ça peut naturellement induire les gens à se poser des questions, à savoir, est-ce que cette personne peut conduire les destinées d'un État? Abdelaziz Bouteflika, il est resté des mois et des mois et des années au pouvoir. Oui. On voyait bien qu'il était plus en capacité.
Et c'est là où on voit le rapport de pouvoir, surtout encore une fois, des pays qui sont, bien sûr, qui ont des gouvernements, etc., mais qui sont en fait des pouvoirs militaires. À mon avis, c'est ça qui fait la différence. Jamais les militaires qui sont derrière vont laisser comme ça le pouvoir basculer. Très concrètement, lorsqu'on regarde tout ça, on se dit c'est d'abord une histoire de pouvoir fort et de pouvoir faible. Comment sortir de ce cercle-là où on ne peut pas véritablement dire si celui qui est au palais gouverne? Moi, je pense que l'action doit venir de soi-même, déjà, du président qui se sent diminué. Oui, mais ça c'est le rêve. Vous voyez un président en Afrique se lever, même pas en Afrique seulement, se lever et dire, je crois que je ne suis plus en capacité de gouverner. Quelqu'un a parlé, je crois que c'est Antoine tout à l'heure parlait d'Ahidjo. Oui. Ahidjo, c'était pas un démocrate, hein, Ahidjo. Les gens se trompent. Oui, mais c'était quelqu'un qui aimait beaucoup son pays. On a goûté après du billard, mais on voit quand même que... J'étais le responsable de cela. Ah oui, absolument. Ahidjo, c'était pas un modèle démocratique, mais il aimait son pays. C'était un nationaliste. C'était un vrai nationaliste. Et bon, ça, c'est clair. Si c'est vrai cette histoire qui circule depuis des années, comme quoi on lui a fait croire qu'il avait une maladie incurable. Son épouse m'a dit que ce n'était pas ça la réalité. Qu'à table, il lui a dit, et j'ai des trous de mémoire, je me sens pas bien, et vivait avec de la Vogalène, et on lui a dit, il a dit, moi je peux pas continuer comme ça très Mais c'est quand même courageux de le faire à l'époque. C'est très courageux. Et donc, je pense qu'il y a d'abord l'amour de la patrie, l'amour de l'État, de ses concitoyens qui fait qu'on peut partir. Il y a tellement de choses à faire pour un chef d'État, après l'État, qu'après le pouvoir, que je comprends pas. Regardez Joe Rawlings qui vit très bien. Il vit très bien, il va faire même de la sauce à la frontière togolaise, comme vous avez pu le voir récemment. Mais très très concrètement, comment sortir de là? Est-ce qu'il faut... Il n'y a pas 36 solutions, enfin je veux dire. Ce sont les sociétés civiles, ce sont les réseaux sociaux, c'est une pression populaire. Oui, mais ces réseaux sociaux peuvent être dangereux parce qu'ils mentent aussi beaucoup. Oui, mais vous avez quand même, franchement, pour des oppositions, au lieu de se mobiliser, de s'organiser pour des alternances démocratiques, faut pas miser sur la maladie du chef de l'État. Ce qui n'empêche pas quand même de dire, si le chef de l'État, s'il y a des informations qui circulent sur l'incapacité à un chef de l'État, ce qui s'est passé d'ailleurs en Algérie à un moment donné, où je veux dire les Algériens disaient mais on est humiliés par rapport au reste du monde de voir regarder notre président dans une chaise roulante. Donc il y a ce côté-là, il y a le côté mimétisme, le côté d'être humilié, etc. Vous avez des populations qui réagissent. Et ça, c'est ça qui sera, à mon avis, qui sera de plus en plus la réalité, d'autant que ces populations et ces sociétés civiles seront informées d'une façon ou d'une autre de la réalité de la santé de leur président. La pression va faire sortir. Ce qui n'était pas le cas avant. Le type, avant, il prenait son avion, il allait au Val-de-Grâce, personne n'était au courant. Même en France, hein, rappelez-vous Jacques Chirac. Ou, quand Nicolas Sarkozy avait fait un malaise vagal, et tout le monde était en émoi, etc. Dominique de Villepin se préparait déjà. Donc, je veux dire, c'est pas par rapport à l'Afrique, c'est aussi dans l'ensemble des pays. Mais encore une fois, c'est le problème des institutions et le problème aussi de la société civile et des populations de créer des rapports de force qui permet à ce que le chef se dise à un moment donné, il faut que je sorte, il faut que je parle. Exactement. Il faut que je parle. Mais il y a aussi le risque, on va dire, de coup d'État par les réseaux sociaux, non, Georges Dougueli? Oui, alors ce qui se pose vraiment, comme problème, c'est que ce sont des systèmes qui existent d'abord par une espèce de la redistribution des prébendes et plein de gens dans la société, y compris les partis politiques, existent grâce au système. Donc, lorsqu'on leur dit que la clé de voûte du système n'est plus opérationnelle, qu'elle peut tomber, c'est toute l'architecture qui est en danger. C'est pour ça qu'il est très difficile de voir des gens, des chefs de parti par exemple, se mobiliser pour demander le départ du président, parce que eux-mêmes profitent d'une certaine façon, même de son affaiblissement. Donc, le système développe des mécanismes d'autoprotection. Je le vois dans plein de pays. Au Gabon, ça a été un peu la même chose. C'est l'exemple le plus récent. Vous avez bien vu qu'il y avait une espèce de les chefs de parti n'ont pas beaucoup bougé. Certains ont fait des sorties pour dire, écoutez, le président, c'est notre fils, nous devons prier Dieu pour ça. Vous voyez qu'il y a des considérations culturelles qui interviennent aussi, parce que on dit en Afrique, c'est le chef, il est malade, il faut d'abord le soutenir. Ça devient une espèce de grande famille où les gens se soutiennent les uns des autres, et ça permet de neutraliser aussi les institutions qui sont, évidemment, comme l'avait dit Obama, qui sont faibles parce qu'il y a un homme fort dans le pays. Et donc, il y a énormément de considérations qui interviennent et qui font que tout ça, finalement, la situation ne s'arrange pas
et on continue de faire avec. Voilà. Sédik, je croyais entendre Sédik Kaba. C'est ça. Je pense que il faut, l'un des enjeux, c'est de bâtir vraiment des institutions assez fortes pour pouvoir jouer le rôle qui leur revient. On l'a vu par exemple dans le cas du Niger, lorsque le président Tanda a voulu modifier la constitution pour se maintenir au pouvoir. La Cour constitutionnelle a joué son rôle en refusant le décret que le président a pris pour convoquer le référendum. Et je pense que même si cette position de la Cour n'a pas été le facteur qui a conduit Oui, parce que ce sont les militaires qui ont finalement résolu le problème. C'est ça. Mais la position de la Cour a été un élément déclencheur. Ça a aidé le militaire à obtenir le résultat. Donc si on bâtit des institutions suffisamment fortes et solides sur le continent, et si on démocratise le mécanisme de saisine pour constater que le président n'est pas en état d'assumer les charges qui sont les siennes, on crée une sorte d'effet de Damoclès qui l'amènera à réfléchir. Peut-être qu'on peut avoir encore d'autres aïdos sur le continent. Les gens prendraient conscience par eux-mêmes qu'ils ne peuvent plus faire le boulot, qu'ils ne peuvent plus faire le job, et ils vont peut-être se désister. En tout cas, le fait qu'il existe des institutions fortes et un mécanisme démocratique, un mécanisme plus démocratique de saisine peut favoriser, de mon point de vue, cette évolution-là vers cette sortie de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, où beaucoup de chefs d'État africains décident pendant leur exercice. Alors, on a entendu quelques-uns dire qu'il faudrait peut-être créer un organe qui peut être national, qui peut être de l'Union africaine, de médecins qui soient indépendants, qui viennent, lorsqu'il y a ce type de situation, vérifier la santé du chef. Vous savez, les médecins sans frontières pour les chefs d'État, à mon avis, c'est une des solutions que l'on a beaucoup écoutées sur les réseaux sociaux. En fait, ça veut dire, on voit bien, il y a une certaine connivence entre les chefs d'État. Déjà, ils se surveillent leurs opposants d'un pays à l'autre. Alors, s'ils surveillent la santé des uns et des autres, ils vont peut-être courir des rumeurs. Mais enfin, encore une fois, je pense que c'est la circulation de l'information. Même les chefs d'État sont beaucoup moins bunkérisés qu'auparavant. Il y a leur marge de manœuvre est beaucoup plus restreinte qu'auparavant. Ils ont quand même, la pression des réseaux sociaux, et puis des institutions. Mais ces institutions sont fortes parce qu'aujourd'hui il y a une presse qui est plus seulement nationale. Absolument. Et puis je veux dire, encore une fois, même si en dehors de vraiment des États avec des pouvoirs militaires, mais l'ensemble finalement de la classe politique qui peut, c'est vrai, Georges a raison, c'est le problème du système. Ce qu'on a vu en Algérie, ils ont pas envie, ils font partie du système, ils ont pas envie de disparaître avec le chef du système. Mais globalement, s'il y a des opportunités finalement de s'en sortir, je pense que les systèmes vraiment verrouillés existeront de moins en moins. Ouais, mais il y a tout ce que vous venez, mais il y a également la communication autour de maladies. Je vois le cas du Gabon, ils ont choisi une communication par palier. Au début, c'était quoi? C'était un malaise dû à une fatigue sévère consécutive à une très forte activité ces derniers mois. Premier communiqué. Donc, vous voyez, et après, le second communiqué, le 11 novembre, dit le président est en phase de recouvrement de la plénitude de ses facultés physiques. Mais on ne savait pas qu'il avait perdu ses facultés physiques. Vous voyez, parce qu'il y a eu un mensonge au début, et puis après, on essaie de broder autour. Je pense qu'il faut y aller franco. On sait que les chefs d'État sont quand même des êtres humains, comme tout le monde. Vous voyez, Socrate est un homme. Donc, vous voyez, les chefs d'État sont des hommes. Donc, ils peuvent être malades. À partir de cet instant, tout découle. Il faut informer la population. Et peut-être qu'on assistera à une communion de la population pour ce malade qui nous dirige. Vous pensez que l'opposition, si on leur avait dit il a perdu, qu'il est dans le coma? Mais on sort du coma. Il est arrivé des cas où les gens sont sortis du coma, et se portent très bien. Après, la preuve qu'il est sorti du coma. Qui se porte très bien, ça c'est autre chose, c'est un autre débat. Mais enfin, je pense qu'on peut entrer dans le coma et en sortir. Un coma, c'est pas la mort. Mais est-ce que les gens vont accepter qu'il reste dans le coma et qu'on ne le remplace pas? Je pense que non, à la longue, si ça dure, il faut constater la vacance. Merci à vous en tout cas d'être venu en débattre. On n'a pas fini d'en parler et on espère qu'on va avoir de vrais bilans de santé autrement que par les réseaux sociaux, parce que les chefs d'État qui meurent, on en voit tous les jours, et on les revoit le lendemain. Comme quoi Jésus-Christ n'est pas le seul à être ressuscité, sinon on en croit les réseaux sociaux. Merci à vous en tout cas d'être venus. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Olivier Raoul, Delphine Michaud et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour un autre débat africain. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite.